Donc, le deuxième exemple, donc base d'un sous-espace vectoriel de Rn. Donc, pour démontrer qu'un sous-espace vectoriel de Rn, donc pour montrer qu'un ensemble de vecteurs constitue une base d'un sous-espace vectoriel de Rn. Donc, il faut montrer que le sous-espace est engendré par ces vecteurs et que ces vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le premier exemple? رملنا هذه المرة اللي فاتت ولا إيه؟ Oui, bien sûr, خدمنا مرة فاتت exemple. Donc, le premier exemple, on l'a déjà fait. Donc, le deuxième exemple, f. Donc, montrer que f est un sous-espace vectoriel de... Faites attention, ici, ce n'est pas r à la puissance 3, c'est r à la puissance 4. Les vecteurs de f sont des éléments de r à la puissance 4. Les éléments de f sont les vecteurs de f appartiennent à r à la puissance 4. Donc ici, c'est r à la puissance 4 et non pas r cube. Nous avons déjà démontré donc attendez, là, f. Donc f, c'est l'ensemble des grands x de coordonnées petit x, petit y, petit z et petit t appartenant à r à la puissance 4, tel que... Donc ici, il y a deux contraintes. Donc j'ai 5x moins y plus z moins 2t égale à 0. Et la deuxième contrainte, c'est donc x sur 2 égale à y sur 3. Donc le x sur 2 égale à y sur 3. Donc x sur 2 égale à y sur 3. Donc mon f, donc je peux l'écrire autrement, c'est l'ensemble des quadruplés x, y, z et t appartenant à R4, tel que donc j'ai 5x moins y plus z moins 2t égale à 0. Et la deuxième contrainte, donc je peux l'écrire autrement, c'est 3x moins 2y égale à 0. C'est 3x moins 2y égale à 0. Donc, montrer que f est un sous-espace de R à la puissance 4. Donc, il y a trois choses à vérifier. C'est que f doit être différent de l'ensemble vide. F doit être stable pour la somme des vecteurs. Et f doit être stable pour la multiplication par un scalaire. Donc, commençons par la première chose, c'est que donc, le 0 de R4 qui est égal à 0, 0, 0 et 0, est-ce qu'il appartient à f? Est-ce qu'il appartient à f? Le 0 de R4, est-ce qu'il appartient à f? Donc, pour que ça soit dans f, il faut que quoi? Il faut que ces deux équations soient vérifiées. Est-ce que 5 fois 0 moins 0 moins 0 plus 0 moins 2 fois 0, est-ce que c'est égal à 0?
Donc ça, c'est un élément de f. Pourquoi? Parce que il vérifie la première équation et la deuxième équation. J'ai 5 fois 0, moins 0, plus 100 z, c'est aussi 0, moins 2 fois 100 t qui est égal à 0. Est-ce que c'est égal à 0? Oui. Et la deuxième chose, c'est que 3 fois son x c'est 0, et son y c'est 0. Est-ce que c'est égal à 0? 3 fois 0, moins 2 fois 0, c'est égal à aussi 0. Donc, car... Donc, je peux affirmer que f est différent de l'ensemble vide. Donc, la deuxième chose à vérifier, c'est que si je prends n'importe quel deux vecteurs de f, leur somme doit appartenir aussi à f. Donc, quel que soit, disons, x1 de coordonnées petit x1, petit y1, petit z1 et petit t1 appartient à f. Donc, ce grand x1, s'il est dans f, c'est que quoi? C'est que 5 fois son x moins son y plus son z moins 2 fois son t doit être égal à 0. Et 3 fois son x moins 2 fois son y doit être égal à aussi 0. Donc si c'est dans l'ensemble f, c'est qu'il vérifie les deux équations. 5x1 moins y1 plus z1 moins 2 fois t1 égale à 0. Et la deuxième chose, 3 fois son x moins 2 fois son y doit aussi être égal à 0. Et si je prends n'importe quel deuxième vecteur, donc x2 de coordonnées petit x2, petit y2, petit z2 et petit t2 appartenant à f, donc ce vecteur, quel que soit, donc ce vecteur, donc s'il est dans f, c'est que 5 fois son x moins son y plus son z moins 2 fois son t est égal à 0. Et la deuxième contrainte, il faut que 3 fois son x moins 2 fois son y doit être égal à 0. Donc, leur somme maintenant. Donc, je dois démontrer que leur somme appartient aussi à x1 plus x2. x1 plus x2 va être égal à quoi? C'est x1, y1, z1, t1 plus x2, y2, z2 et t2. La somme va être égale à un vecteur de r à la puissance 4. Donc la première composante, c'est la somme des premières composantes, x1 plus x2. La deuxième composante, c'est y1 plus y2. La troisième composante, c'est z1 plus z2. الكورات الأخرين قريتوا ولا لا؟ قريتوا ولا لا في ليكور الأخرين؟ كونتابيليتي من بكري مش ما قريناش ما دخل حد. اش فيكم؟ راهو سيء، راه خرج عليه كور رسمي، راه ما عادش راهو. ما عادش تواصل البيداغوجي كما يقولوا، توا سيء كور ولا راه. Donc ça, c'est un x1 plus x2, c'est un vecteur qui a combien de composantes? 4. 4 composantes. Donc si je note sa première composante par x', sa deuxième composante par y', sa troisième composante c'est z', et sa quatrième composante par t'.
Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Donc, ce vecteur, il doit obéir aux deux contraintes. La première, laquelle? Pour qu'il soit dans l'ensemble F, il faut que 5 fois son x. Donc, je dois vérifier, est-ce que 5 fois son x c'est x'. X', ce n'est autre que petit x1 plus petit x2. Donc, moins son y, les y', plus son z, moins 2 fois son t. Donc, je dois vérifier, est-ce que c'est égal à 0? Cinq fois son x, donc c'est égal à 5 fois son x, c'est quoi? C'est 5 fois son x, c'est x1 plus x2, moins son y, c'est y1 plus y2, plus son z, c'est z1 plus z2, moins 2 fois son t, qui n'est autre que t1 plus t2. D'accord? Donc, je vais grouper les coordonnées du vecteur grand X1 ensemble et les coordonnées du grand X2 ensemble. Donc, j'ai 5 fois X1 moins Y1 plus Z1 moins 2 fois T1. 5X1 moins Y1 plus Z1 moins 2 fois T1. Et j'ai 5x2 moins y2 plus z2 plus z2 moins 2 fois t2. Donc 5x1 moins y1 plus z1 moins 2 fois t1. Donc c'est égal à quoi ça? Donc sachant que mon x1, grand x1, donc le vecteur grand x1 appartient à l'ensemble grand F. C'est que 5x1 moins y1 plus z1 moins 2 fois t1, ce terme, je peux le remplacer par 0. Donc c'est exactement le même terme. Donc ça, c'est égal à 0. Ce terme est égal à 0. Pourquoi? Car, par hypothèse, grand x1 appartient à grand f. Donc 5 fois sa première composante, moins sa deuxième composante, plus sa troisième composante, moins 2 fois sa quatrième composante, c'est égal à 0. Maintenant, concernant le vecteur grand x2, le voilà grand x2. Ce grand x2 se trouve dans l'ensemble grand F. C'est qu'il vérifie les deux contraintes suivantes. Donc la première contrainte, équation, la première équation, donc je la trouve ici. Donc ça, tout ça va être égal à 0. Tout simplement parce que grand x2 appartient à grand F. Donc la somme 0 plus 0 va me donner 0. Donc la première équation est vérifiée pour grand x1 plus grand x2. Donc cela ne me permet pas à ce stade de dire que grand x1 plus grand x2 appartient à grand F, qu'après avoir démontré la deuxième contrainte. Donc la deuxième contrainte qui est x sur 2 égale à 3, y sur 3, donc elle est en fait équivalente, donc je peux multiplier l'équation par 3, ensuite par 2, et j'obtiendrai 3x égale à 2y, qui est tout simplement équivalent à 3x moins 2y égale à 0.
D'accord? Donc, cette deuxième contrainte doit être vérifiée par ce vecteur qui est grand X1 plus grand X2. D'accord? Donc, pour que grand X1 plus grand X2 soit dans l'ensemble F, il doit vérifier aussi la deuxième contrainte. Donc, je dois démontrer que 3 fois son X moins 2 fois son Y égale à 0. Donc, 3 fois son X, ce n'est autre que petit x1, le voilà son X. C'est petit x1 plus petit x2, et son Y, c'est petit y1 plus petit y2. Donc, ça sera 3 fois x1 plus x2, moins 2 fois y1 moins y2. Est-ce que c'est égal à 0? Donc, en groupant les termes du premier vecteur, donc 3x1 moins 2y1 plus 3x2 moins 2y2 plus ici 1. Donc, plus 3x2 moins 2 fois y2. Donc, le premier terme va être égal à 0. Pourquoi? Par hypothèse, grand X1 appartient à F. Donc, grand X1 appartient à F. Donc, maintenant, nous allons utiliser la deuxième contrainte, cette contrainte. Et pour le deuxième vecteur, grand X2, nous allons utiliser cette contrainte. 3x2 moins 2y2 égale à 0. Donc ça va être égal à 0 parce que grand X1 est dans l'ensemble F, et ça aussi va être égal à 0, car grand X2 appartient à grand F. Donc en faisant la somme, j'obtiens 0. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré deux choses. J'ai démontré que 5x' moins y' plus z' moins 2t' égale à 0, et j'ai aussi démontré que 3x' moins 2y' égale à 0. Donc ça prouve que le vecteur, donc je peux dire que grand X1 plus grand X2 appartient à grand F. Donc la deuxième condition maintenant, ou bien la troisième. La troisième, donc ça concerne, donc si je prends n'importe quel vecteur, donc de coordonnées x, y, z et t, appartenant à F, donc s'il est dans l'ensemble F, c'est qu'il vérifie simultanément les deux équations. Donc la première, c'est 5x moins y plus z moins 2t égale à 0, et la deuxième chose, c'est 3x moins 2y égale à 0. Et si je prends n'importe quel réel alpha appartenant à R, donc je dois démontrer que alpha fois R est un vecteur qui vérifie les deux contraintes. Donc alpha fois x. Alpha grand X. Alpha grand X, c'est alpha fois petit x, petit y, petit z et petit t. C'est alpha fois petit x, alpha fois petit y, alpha fois petit z et alpha fois petit t. C'est alpha x, alpha y, alpha z et alpha t. Donc, le vecteur alpha x, c'est un vecteur qui a 4 composantes. Donc, si je note sa première composante par x', sa deuxième composante par y', et sa troisième composante par z', et la quatrième par t', donc je dois vérifier est-ce que 5
x' moins y' plus z' moins 2t', est-ce que c'est égal à 0? Donc, ça sera 5 fois. Donc, x', c'est le x de ce alpha grand X, c'est alpha petit x, moins alpha y, qui est son y', sa deuxième composante, plus sa troisième composante, c'est alpha z, moins 2 fois alpha fois t, sa quatrième composante. Donc, ça va être égal à quoi? Donc, nous allons utiliser le fait que grand X appartient à grand F. Donc, il doit obéir aux deux contraintes suivantes. Donc, en mettant le alpha en facteur, ça sera facteur de 5x moins y plus z moins 2t. Et ce terme va être égal à 0 parce que notre grand X se trouve dans grand F. Et donc, il obéit à la première contrainte. Donc, ça va être égal à 0. C'est égal à 0. Donc, le travail n'est pas fini puisqu'on doit vérifier aussi la deuxième contrainte. 3x moins 2y, est-ce que c'est égal à 0? Donc, dans ce cas, c'est 3x'. Est-ce que 3x', 3 petit x', moins 2 fois y', donc avec x', c'est alpha x, donc c'est 3 fois alpha x, moins 2 fois alpha y. Est-ce que c'est égal à 0? Donc tout simplement en mettant le alpha, j'obtiens la deuxième contrainte pour le vecteur grand X. Donc c'est alpha facteur de 3 petit x, moins 2 fois petit y. Donc 3 petit x moins 2 fois petit y, c'est égal à 0 puisque nous avons dit que grand X appartient à F, car grand X appartient à grand F. Donc ça va être égal à 0. Donc le vecteur alpha grand X, donc nous avons démontré qu'il vérifie les deux contraintes, donc il appartient à l'ensemble grand F. Donc là, je peux conclure. Donc alpha grand X appartient à l'ensemble grand F puisqu'il vérifie les deux équations. Donc les trois conditions donc, sont vérifiées, donc on peut conclure donc, et ainsi. Donc F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble R à la puissance 4. Donc la deuxième partie, donc, elle consiste à donner une base de F. Donc pour trouver une base de F, il faut montrer que F est engendré par un certain nombre de vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc la deuxième partie de la question, donc maintenant je dois montrer que F est engendré par un certain nombre de vecteurs. Donc à partir des deux contraintes, donc j'ai 5x moins y plus z moins 2t égale à 0. Et la deuxième contrainte, x sur 2 égale à y sur 3, c'est que 3x moins 2y est égal à 0. Donc, à partir de ces deux contraintes, donc ça, c'est un système homogène dont le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. J'ai 2 équations et 4 inconnus. D'accord? Donc, ce système homogène aura une infinité de solutions. D'accord?
Donc, du fait que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, c'est que j'aurai des inconnus non principales. Donc ici, son écriture matricielle, c'est... Allez, vous me dicter, s'il vous plaît. L'écriture matricielle du système. Donc le coefficient de 5, x, c'est 3, 5. Le coefficient de y, c'est moins 1. moins Le 5, coefficient de z, 1, c'est 1. Ensuite, moins 2, ça arrive moins 2. Ensuite, j'ai 3, moins 2. 0, Il n'y a 1, pas moins de 2, z, ça arrive, il n'y a pas de z. Il n'y a pas de t moins dans 2, la deuxième. 0 0, il n'y a pas de, dans la deuxième équation, il n'y a pas de z et il n'y a pas de t. Donc leurs coefficients sont nuls. Fois x, y, z et t égale 0, 0, 0. Quel est le rang de cette matrice? Le rang de la matrice A. Il est inférieur ou égal à quoi? L'inf entre le nombre de lignes qui est égal à combien? Il y a combien de lignes? 2, 2 lignes. Et combien de colonnes? 4, 4. Donc l'inf entre 2 et 4, c'est 2. Est-ce que le rang de A est égal à 2? Donc il suffit de trouver un déterminant d'ordre 2. Donc le déterminant le plus simple, c'est celui-là. Donc c'est celui de 5, moins 1, 3 et moins 2. Quelle est la valeur de ce déterminant? C'est 5 fois moins 2, c'est moins 10. C'est égal à moins 10. Plus, dis-moi par mois, ça fait plus 3. C'est égal à moins 7. C'est différent moins 7, de 0. Donc, rang de la matrice des coefficients est égal à 2. 2, Donc, j'aurai deux équations principales. Donc, le nombre, il n'y a pas de problème au niveau des équations. Le problème, c'est au niveau des inconnus. J'ai des inconnus non principales. Donc, ma conclusion ici, donc on a deux inconnus principales, lesquels, donc ça dépend de quoi? Ça dépend de votre choix du déterminant principal. Donc le déterminant principal est celui-là. Donc les coefficients sont ceux de x et de y. Donc là, 5 c'est le coefficient de x et le moins 1 c'est le coefficient de y. Là, le 3 c'est le coefficient de x et le moins 2 c'est le coefficient de y. Donc x et y sont des inconnus principales. X et y. Et donc, il va me rester combien d'inconnus non principales? Donc, j'ai 4 variables, 4 inconnus, x, y, z et t, dont 2 sont principales, qui sont x et y, donc z et t, et 2 inconnus non principales, qui sont z et t. D'accord? La solution, c'est que votre x va être exprimé en fonction de z et de t et que votre y va être exprimé en fonction de z et t. Donc, et chaque vecteur de f, il va s'exprimer seulement en fonction de z et de t. Donc, vous pouvez l'écrire en fin de compte en tant que combinaison linéaire de deux vecteurs. Vous mettez le z en facteur et le t en facteur et vous obtenez deux vecteurs. Donc là, je vais réécrire mon système. Donc j'ai 5x moins y plus z moins 2t égale à 0. Et la deuxième équation, j'ai 3x moins 2y égale à 0. Donc je traite les inconnues non principales en tant que des constantes. Donc j'aurai 5
5, x moins y égale à, donc le z, je le mets à droite, il devient moins z, et le moins 2t, je le mets à droite, il devient 2t. Et j'ai 3x moins 2y égale à 0. D'accord? Donc, à partir de la deuxième équation, je pourrais exprimer x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Donc, j'ai x égale à combien? Donc, je mets le 2y à droite et je divise par 3. Donc, ça, c'est x. Mon x, il est égal à 2 tiers fois y. Donc, j'ai 5 fois 2 sur 3y, ça c'est mon x, je l'ai remplacé par sa valeur, 2 tiers fois y, moins y égale à 2t moins z. Donc c'est équivalent à. Donc 5 fois 2, ça fait 10 sur 3, y, moins 3 sur 3y égale à 2t moins z. Et là, j'ai x égale à 2 tiers fois y. Donc, c'est équivalent à. Donc, 10 tiers moins 3 tiers. Donc, 10 tiers moins 3 tiers, ça fait 7 sur 3 fois y égale à 2t moins z. Et là, j'ai x égale à 2 tiers fois y. Donc, c'est équivalent à. Donc, je multiplie par toute l'équation par 3 septièmes. J'obtiens y égale à 3 sur 7 fois 2t moins z. Et x égale à 2 tiers fois y. Donc là, 3 septièmes fois 2t et 3 septièmes fois moins z. Donc j'aurai y égale à 3 fois 2, ça fait 6. 6 septièmes t moins 3 septièmes fois z. Donc en remplaçant y par sa valeur, donc j'aurai 2 tiers fois 6 septièmes t moins 3 septièmes fois z. Donc j'aurai la valeur de y. Y égale à 6 septièmes t moins 3 septièmes fois z. Et la valeur de x, c'est donc 2 fois 2 sur 3, donc c'est 2 sur 3 fois 6 septièmes, t, moins 2 sur 3 fois 3 septièmes, z. Donc c'est équivalent à. Donc x, donc je simplifie par 3, là j'obtiens 2. X, ça va être égal à 2 fois 2, c'est 4 sur 7 fois t.
moins, je simplifie ici par 3, j'obtiens 2 sur 7, moins 2 sur 7 fois z. Et y, c'est 6 septièmes t moins 3 septièmes, pardon, 3 septièmes, 6 septièmes t et 3 septièmes z. Donc, un vecteur grand X. Donc, si c'est un vecteur quelconque, il aura les 4 composantes x, y, z et t. Donc, pour qu'il soit dans l'ensemble F, il doit obéir aux deux contraintes, ces deux contraintes. Donc, et nous avons démontré par des équivalences que ces deux contraintes sont en fait équivalentes à une valeur de x qui est égale à ça et une valeur de y. Donc les deux contraintes sont équivalentes à ces deux équations. D'accord? Donc c'est que pour que ce grand X soit dans l'ensemble F, il faut que son X soit égal à 4 septièmes T moins 2 septièmes Z. Son Y doit être égal à 6 septièmes T moins 3 septièmes Z. Il aura un Z et il aura un T. Z et T. Donc là, c'est que j'ai le droit de choisir la valeur de Z, j'ai le droit de choisir aussi la valeur de T, mais les valeurs de X et de Y doivent obéir à ces deux contraintes pour que ce soit un élément de F. D'accord? Donc, ce vecteur, il dépend des inconnus non principales T et Z. Donc, je peux l'écrire comme étant la somme de deux vecteurs, dont l'un dépend seulement de Z et l'autre dépend seulement de T. J'ai moins 2 septièmes Z. La deuxième contrainte, donc j'ai moins 3 septièmes Z. Ensuite, la troisième composante, c'est Z. Et il n'y a pas de Z dans la quatrième composante. Maintenant, donc, je vais l'écrire comme étant la somme de deux vecteurs dont l'un dépend de Z et l'autre dépend seulement de T. Donc, j'ai 4 septièmes. La première composante, c'est 4 septièmes T. La deuxième composante, c'est 6 septièmes T. La troisième composante, il n'y a pas de T dans la troisième composante, donc ça sera 0. Et là, j'ai T. Donc, pour ne pas avoir de fraction, le Z, ce Z, donc je peux écrire c'est 7 sur 7. Et au lieu de mettre Z en facteur, je mets Z sur 7 en facteur. C'est un réel en fait ça. Fois, donc Z sur 7. Donc ce qui va me rester c'est moins 2. Ensuite, Z sur 7. Ce qui va me rester là c'est moins 3. Ensuite, 7 fois Z sur 7, ça fait, il me reste 7. Et là j'ai 0. Plus. Donc là, le t, je peux le remplacer par 7t sur 7. Et je mettrai t sur 7 en facteur. C'est un autre réel. C'est un réel, facteur de. Donc ce qui va me rester, c'est 4. Donc ici, j'ai 4 septièmes. Donc c'est 4. Ensuite, là, j'ai 6. Ensuite, ça sera 0. Et enfin, ça sera 7. D'accord? Donc, là, j'ai démontré que tout vecteur de f s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs.
Donc, je peux dire que f, l'ensemble f, est engendré par les vecteurs -2, -3, 7, 0. Et le deuxième vecteur, c'est 4, 6, 0 et 7. Donc, pour dire que ces deux vecteurs constituent une base de f, donc qu'est-ce que l'on doit démontrer maintenant? Regardez la définition. Donc, si E est un sous-espace vectoriel de Rn engendré par un certain nombre de vecteurs. Donc, nous avons démontré qu'il est engendré par ces deux vecteurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, et que cet ensemble de vecteurs est une famille libre de Rn. Donc, la deuxième chose, je dois démontrer que ces deux vecteurs constituent une famille libre. Voilà, je dois démontrer qu'ils sont linéairement indépendants. Est-ce que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants? Est-ce que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants? Donc les vecteurs, regardez, -2, -3, 7, 0 et 4, 6, 0 et 7. Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Pour deux vecteurs, il suffit de dire que l'un d'eux ne s'exprime pas en fonction de l'autre. Par exemple, un 1 dans R2, un 1 et 2, 2 sont linéairement dépendants. Allez, parce que le vecteur de 2, c'est deux fois le vecteur 1, 1. Ils sont proportionnels. Par exemple, l'année -2, -3, 7, 0, si j'avais trouvé le vecteur, disons, -4, -6, 14 et 0, donc j'ai le droit de dire que ces deux vecteurs sont linéairement dépendants. Pourquoi? Parce qu'ils sont proportionnels. Donc le deuxième vecteur, c'est deux fois le premier vecteur. Ils sont proportionnels. Voilà, peut-être pas trois fois, voilà, 5 fois. D'accord? Donc là, pour deux vecteurs, lorsqu'ils ne sont pas proportionnels, vous ne pouvez pas exprimer l'un d'eux en fonction de l'autre, c'est qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, sont linéairement indépendants, car ils ne sont pas proportionnels. Ils ne sont pas proportionnels. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exprimer un vecteur en fonction de l'autre vecteur. Donc ça, c'est valable pour seulement deux vecteurs. Par exemple, regardez. Donc maintenant, avant de faire la remarque, donc qu'est-ce qu'on a, j'ai le droit de dire maintenant? J'ai démontré que f est engendré par ces deux vecteurs. J'ai démontré que f est engendré par ces deux vecteurs et que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Donc ça, ce n'est autre que la définition d'une base. Donc j'ai le droit de dire que maintenant que les vecteurs -2, -3, 7, 0 et le vecteur 4, 6, 0 et 7 donc, est une base de l'ensemble F. Donc j'ai écrit là une base, il y a plusieurs bases là. Donc, il y a en fait une infinité de bases. D'accord?
Donc, Mafoum, est-ce que vous avez compris la définition d'une base? Il faut démontrer que l'ensemble est engendré par un certain nombre de vecteurs et que ces vecteurs sont linéairement indépendants. Ben, je vais effacer ça. Eh, Nous allons passer à un autre paragraphe. Donc, la dimension d'un sous-espace vectoriel de Rn. Donc, tout simplement, la dimension d'un ensemble, c'est le nombre des vecteurs d'une base de cet ensemble. Donc, ici, dans notre exemple, la dimension, c'est égal à combien? Ici, on dit que dim de f, la dimension de l'ensemble f, dans notre exemple précédent, c'est égal à combien? Donc la dimension, c'est le nombre des vecteurs d'une base, de l'ensemble. Donc la base de f contient de combien de vecteurs? 2 vecteurs. Deux. Donc on dit que la dimension de f est égale à, dim de f est égal à 2. D'accord? Donc, la définition, donc on appelle dimension d'un sous-espace vectoriel E de Rn le nombre de vecteurs de l'une de ces bases. Donc on note dim de E égale le nombre de vecteurs de l'une de ces bases. Regardez, je change l'exemple. Donc en résolvant le système, ici j'ai choisi comme déterminant principal le déterminant de 5, moins 1, 3 et moins 2. Donc si j'avais pris, disons, ce déterminant, l'autre déterminant, il va vous donner 0, d'accord? Donc si j'avais pris ce déterminant, attendez, je vais effacer ça. Donc, si au lieu de ce déterminant, si j'avais pris ce déterminant-là, donc qu'est-ce qui va changer? Donc le déterminant, est-ce qu'il sera nul? Est-ce que le déterminant est nul ici? Moins 1, moins 2 et 0. Moins 1 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 1, ça fait 2. C'est différent de 0. Le rang, est-ce qu'il va changer? Est-ce que le rang va changer? Non. Il va être égal à combien le rang de la matrice? قاعدين تفهموا ولا شيء جملة زين؟ ممكن ما تكونوش قاعدين تفهموا. هنا سيستم، نحكي لك على السيستم راهو. Donc si j'avais pris ce déterminant, il sera ماشي الروم باش يبقى نفسه خاطر يبقى عندنا 2. شنو اللي باش يتبدل؟ Les équations principales vont rester aussi les mêmes. Ce qui va changer maintenant, c'est que ce moins 1, c'est le coefficient de quelle variable? Moins 1 AD. C'est le coefficient de Y. Y. Ce 1, c'est le coefficient de quelle variable? Z. Z, ça arrive. Donc, je suis allé en dire. Y et Z sont des inconnus. Quoi? Principal. Principal. Donc, les inconnus non principales sont X X ou T. et T, ça arrive. Je m'arrête. En fin de compte, vous aurez Y en fonction de X et de T et Z en fonction de X et de T. Vous aurez un vecteur qui dépendra seulement des inconnus non principales, X et T.
D'accord? Et vous aurez deux autres vecteurs. D'accord? Ces deux autres vecteurs vont aussi, donc vous pouvez dire que c'est aussi une base de f. D'accord? كيما مثلا r carré, قلنا 1, 0 et 0, 1 est une base de R2. De même, si j'avais pris 3, 5, 2 et 1, c'est aussi une base de R2. D'accord? Il y a une infinité là de bases pour l'ensemble R2. D'accord? Pourvu que les vecteurs soient deux vecteurs linéairement indépendants. Donc, de même, pour l'ensemble F, il y aura une infinité de vecteurs pourvu que ces deux vecteurs appartiennent à F et qu'ils soient linéairement indépendants. D'accord? Et la dimension de F sera toujours égale à 2 puisque toute base de F a deux vecteurs. Mais la dimension donc l'année d'un self de Rn, l'exemple maintenant. Donc je ne vais pas démontrer que E est un sous-espace vectoriel. Je vais passer directement à la dimension de E. Regardez. J'ai un ensemble E, donc il va contenir des vecteurs qui appartiennent à R à la puissance 4, tels que ces vecteurs obéissent aux deux contraintes. Donc à partir de ces deux contraintes, qu'est-ce que vous allez obtenir? Un système qui contient combien d'équations et combien d'inconnus? L'exemple. Deux équations, quatre inconnues. Ça arrive. Donc, il y aura combien de solutions? C'est un système homogène. Donc, un des deux, Infinité. ça arrive. Donc, j'ai x moins y plus z moins 3t égale à 0. Et j'ai x moins 2y plus z égale à 0. Son écriture matricielle, c'est 1, bat, moins 1, bat, 1, bat, 1, moins 3 avec x, y, z et t égale à 0, 0. الثاني change l'équation ثانية. Coefficient de x, قديش؟ C'est 1. Coefficient de y, Moins 2. moins 2. Coefficient de z, c'est 1. Il n'y a pas de t. Son coefficient, c'est 0. Donc là, quel est le rang de la matrice? Le rang de la matrice des coefficients. 2 inférieur à 2. Inférieur ou égal à 2. Est-ce qu'il est égal à 2? Il suffit de trouver un déterminant d'ordre 2 qui est différent de 0. Donc le déterminant immédiat, c'est celui-là, 1, moins 1, 1 et moins 2. Ce déterminant, il va être égal à moins 2, moins 1, ça fait plus 1, ça fait égal à moins 1, c'est différent de 0. Donc je peux conclure que rang de A égale à combien? 2. Égale à 2. Rang de A égale à 2. D'accord? Donc, maintenant, il y aura combien d'inconnus non principales? Donc, on a deux inconnues principales
principales. Lesquelles? Donc, ça dépend de votre choix du déterminant principal. Donc, ça, c'est le coefficient de x, et ça, c'est le coefficient de y. Donc, x et y sont des inconnus principales. Donc, les inconnus non principales. Non principales sont lesquelles? Z de T. Z et T. شو معناتها؟ معناتها لهنا x va être exprimé en fonction de z et t et y va être exprimé en fonction de z et t. D'accord? Donc c'est que mon vecteur, lorsqu'il est dans l'ensemble E, il va être exprimé seulement en fonction de z et de t. D'accord? Donc il sera écrit comme combinaison linéaire de deux vecteurs. Et on doit démontrer que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants pour dire qu'ils vont former une base. Donc là, regardez. Donc à partir du système, j'ai x moins y plus z moins 3t égale à 0. La deuxième équation, c'est x moins 2y plus z égale à 0. Donc en considérant les inconnus non principales comme des constantes, j'ai x moins y égale à, donc le z, je le mets à droite, il devient moins z, et le moins 3t, je le mets à droite, il devient 3t. Et la deuxième équation, j'ai x moins 2y égale à moins z. Donc je peux me débarrasser du x à partir de la différence entre les deux équations, l'équation 1 moins l'équation 2, j'obtiens x moins x, ça fait 0, moins y, moins 2y, ça fait moins y plus 2y, ça fait y. 3t, il n'y a pas de 3t dans la deuxième équation, et moins z, moins z, ça fait moins z plus z, j'aurai 0. À partir de la deuxième équation, j'ai le droit de remplacer y par sa valeur qui est 3t égale à moins z. Donc j'aurai une valeur de y égale à 3t et une valeur de x égale à... Donc x va être égal à partir de cette équation. Donc je mets ce terme à droite, j'obtiens 6t moins z. C'est que n'importe quel vecteur, donc x, il est dans l'ensemble R4, c'est qu'il aura x, y, z et t. Donc pour qu'il soit dans l'ensemble E, il faut que son x soit égal à 6t moins z et que son y égale à 3t. Donc z, c'est la troisième composante, et t, c'est sa quatrième composante. Donc je peux écrire ce vecteur comme la somme de deux vecteurs dont l'un dépend seulement de z, j'ai moins z, ensuite il n'y a pas de z, ensuite il y a z, et dans la quatrième composante il n'y a pas de z, et 6t, 3t, la troisième composante il n'y a pas de t, et la quatrième composante c'est t. Donc en mettant le z en facteur, donc z facteur de moins 1, 0, 1, 0, et t facteur de 6, 3, 0 et 1. Donc c'est que chaque vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc je peux dire que E est engendré par ces deux vecteurs, moins 1, 0, 1, 0, et le vecteur 6, 3, 0 et 1. Donc, pour dire que ces deux vecteurs forment une base, maintenant il faut démontrer qu'ils sont linéairement indépendants ou bien qu'ils forment une famille libre. Donc, moins 1, 0,
1, 0 et 6, 3, 0 et 1. Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants? Donc, pour deux Oui. vecteurs, donc il suffit de dire qu'ils ne sont pas proportionnels pour affirmer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, sont linéairement indépendants. Pourquoi? Car ils ne sont pas proportionnels. D'accord? Donc, nous avons démontré que l'ensemble E est engendré par ces deux vecteurs et qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, on peut affirmer que moins 1, 0, 1, 0 et le vecteur 6, 3, 0 et 1 est une base de l'ensemble E. Donc, quelle est la dimension de E? Donc, une base de E est composée par combien de vecteurs? Donc, dim de 2. E égale à 2. La dimension de E égale à 2. La dimension de Rn, donc, remarque. Donc, la dimension de R à la puissance n, très bien, c'est égal à. Donc, une base de R2 contient deux vecteurs linéairement indépendants. Une base de R3 contient trois vecteurs de R3 N. linéairement indépendants. Donc là, c'est égal à n. R à la puissance 4, il demande 4 vecteurs linéairement indépendants. D'accord? Donc, la dimension de R à la puissance n, c'est égal à n. Donc راهو الشيخ لكم جمعتين بعد لو 16 باش نقراو فيهم قدرة ربي الشابيتر 4. Donc la diagonalisation des matrices carrées. Donc ce qui va nous rester, c'est, donc je vais pas faire ce paragraphe, les composantes d'un vecteur de Rn relativement à une base. D'accord? Donc je vais passer. Donc, le jeudi prochain, je passerai à la deuxième partie, donc les applications linéaires. Donc, vous devez vous attendre à je ferai des séances, donc dans lesquelles je corrigerai la troisième série. D'accord? Oui, monsieur, merci. D'accord. Oui, monsieur. Comme ça, Merci.